Salut à tous, c'est Lolupo, c'est le retour des vidéos cinéma, et juste avant qu'on commence, je vais me permettre un petit encart pub. Voilà, je vais caler l'épisode 6 de Tu connais juste ici, c'est ce qui nous prend le plus de temps sur cette chaîne. Voilà, il y a 6 épisodes pour le moment, on y met toute notre passion, c'est énormément de boulot, et ce serait très sympa que vous fassiez l'effort d'y faire un petit tour. Et puis, pourquoi pas aussi vous abonner, voilà, c'est 2 petits clics au total, c'est pas grand chose, mais nous ça nous aide beaucoup, et je sais pas quoi dire de plus que merci à ceux qui feront l'effort. Alors cette vidéo ne déroge pas à la règle, hein, comme d'habitude je vais m'adresser à des personnes qui ont vu Alien Covenant en priorité, puisque je vais faire une analyse plus qu'une critique. Mais ceux qui n'ont pas vu le film, ne vous inquiétez pas, puisque j'ai prévu une première partie où je vais résumer le film très succinctement, voilà, vous donner un petit peu mon avis très superficiel dessus, et puis essayer de vous donner un petit peu envie d'aller le voir. Et la deuxième partie, voilà, je vous avertirai avec un bandeau spoilers. Donc pour le moment, vous pouvez rester avec nous, et dès que ça commencera à devenir un petit peu chaud au niveau des spoilers, vous pourrez aller voir ailleurs. Alors effectivement, Alien Covenant a des problèmes de cohérence avec le canon de la saga Alien, hein, tout le monde l'a dit, tout le monde l'a répété, vous l'avez entendu partout. Personnellement, je trouve pas que ce soit très intéressant qu'on s'attarde sur le sujet plus que ça. Le seul petit truc qui me dérange un peu, c'est je trouvais le même problème qu'avec la prélogie de Star Wars, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un préquel, donc Prometheus et Alien Covenant, hein, je les mets un petit peu dans le même panier, qui ont du coup une technologie qui est beaucoup plus avancée, hein. On est avec des écrans tactiles, on est avec des hologrammes, des écrans surdimensionnés. Alors que dans Alien 1, c'est un film des années 80, donc il y a une espèce de charme rétro-futuriste un petit peu vieillot. C'est le futur tel qu'on l'imaginait dans les années 80, avec des écrans cathodiques tout rikiki, des énormes boards avec des claviers, des touches de lumière partout qui clignotent, etc. Donc moi j'adore l'esthétique de Alien 1. Je trouve dommage qu'ils aient pas fait l'effort en fait de répercuter ce style dans Prometheus. Quand on fait un préquel, il faut avoir une certaine cohérence même dans l'imaginaire de la saga qu'on étend. Et donc dans un film de science-fiction, la technologie c'est quand même quelque chose d'assez important. Et moi je trouve ça personnellement dommage qu'il persiste dans ce style très moderne dans Alien Covenant. Mais bref, passons. C'est pas l'important, clairement, encore une fois. Mon rapport par rapport à cette saga, c'est que je préfère considérer que Prometheus et Alien Covenant, plus qu'être un préquel, sont une espèce d'axe parallèle en fait, qui se passerait potentiellement avant Alien 1 et qui proposerait une origine possible de l'alien. Et une origine possible, c'est-à-dire que moi je le vois pas réellement comme un préquel où les épisodes doivent vraiment se succéder. J'ai du mal à le voir imbriqué dans la saga Alien, et je pense que si on le considère un petit peu à part, voilà, comme je dis, une origine possible, c'est peut-être pas l'origine qu'il aurait fallu, mais c'est une origine possible. On arrive à trouver des qualités à ce film, et il faut vraiment arrêter, je pense, de se focaliser sur le fait que ce soit un film Alien et qu'il ait du mal à rentrer dans le canon de la saga. L'histoire d'Alien Covenant, elle commence assez simplement, hein, sur un schéma déjà bien établi par les autres films de la saga Alien. Donc comme d'habitude, on a un vaisseau qui est perdu dans l'espace. Le vaisseau s'appelle Covenant, donc du coup c'est le nom du vaisseau qui donne le nom au film. Mais en réalité, le vaisseau est pas réellement perdu, puisqu'il part de la Terre pour faire un voyage de 8 ans vers une très lointaine planète qu'ils sont censés terraformer et sur laquelle ils vont en principe s'installer. Sauf que dans les toutes premières minutes du film, il va y avoir une avarie pendant ce voyage qui va faire que le vaisseau va rentrer en surchauffe. L'équipage de bord va être réveillé en sursaut, comme ça, très brusquement. Il y a même des personnages qui vont mourir, mais vraiment dans les toutes premières minutes du film. Ça casse un petit peu, contrairement à ce que je disais, ce schéma de film Alien où d'abord on a un build-up assez lent, puis la présence de la créature et enfin une mise en danger. Là, il y a une mise en danger dès le début du film. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Je trouve que c'est une entrée assez réaliste dans le film, puisque évidemment, faire un voyage de 8 ans à travers l'espace et passer autant de temps en sarcophage de cryogénisation, ça porte en soi un certain danger, et c'est pas anodin du tout. Surtout qu'en plus, dans cet épisode, comme je dis, ils vont coloniser la planète, donc en réalité, il n'y a pas que l'équipage dans le vaisseau, il y a 2000 colons qui sont aussi en sarcophage de cryogénisation, je vais arriver à le dire, et qui du coup implique une certaine responsabilité auprès de cet équipage, qui est clairement beaucoup moins inconscient, beaucoup moins fantasque que l'équipage de Prometheus. Et pendant que l'équipage va réparer le vaisseau, ils vont capter par hasard, une transmission d'une planète juste à côté, qui en plus
après analyse, se trouve être terraformable et dans des conditions qui sont encore plus favorables que la planète qu'ils étaient censés rejoindre, qui est beaucoup plus loin, 8 années, je vous le rappelle. Donc évidemment, tout le monde va être d'accord, tout le monde a envie d'aller voir cette petite planète, l'équipage a peur, l'équipage a pas envie de retourner en sarcophage et de repasser 8 ans à dormir avec le risque que ça implique. Il va y avoir un petit débat qui va se lancer au sein de l'équipe, mais globalement, tout le monde est d'accord pour y aller. Il n'y a qu'un seul personnage, et c'est le personnage principal qui va émettre un petit doute, puisque on apprend que tout cet équipage a fait une enquête depuis la Terre pour essayer de trouver parmi les systèmes solaires laquelle des planètes serait la plus à même de les accueillir. Et cette planète, qui est beaucoup plus près, n'a pas été découverte. Le personnage principal va lever un premier doute déjà, et de savoir pourquoi cette planète n'a jamais été trouvée. Mais finalement, ce doute va tomber un petit peu dans les oubliettes, puisque c'est un des thèmes principaux du film, vous le verrez dans l'analyse. Le capitaine est quelqu'un qui est pieux, qui est très croyant. Lui, il va prendre un petit peu cette transmission comme une espèce de signe divin, comme une chance, une opportunité qui se présente à eux, et il va tout faire pour qu'ils la saisissent. Et je vais m'arrêter là pour l'histoire, je vais vraiment pas vous en dire plus, parce qu'il y a quelques surprises que j'aimerais vraiment pas vous spoiler. Globalement, je vous ai dit à peine plus que la bande-annonce. J'espère que ça vous aura donné envie. Et puis on va parler un petit peu du casting, parce qu'il faut bien en parler. Donc je lis mes notes. On retrouve Michael Fassbender, encore une fois, très très bon Michael Fassbender qui joue l'androïde Walter. On retrouve Catherine Watterson qui joue Daniels, le personnage principal, donc c'est elle, quand je le disais dans le résumé, le capitaine en second qui va émettre un doute sur cette nouvelle planète. On a ensuite Billy Crudup, je ne sais pas trop, qui joue Christopher, c'est le capitaine du navire, donc celui qui est croyant. Et puis j'en ai mis un de plus qui me fait assez marrer, en fait, c'est James Franco. James Franco, en fait, il joue un des personnages qui meurt dès le début. On ne le voit pas réellement en tant que personnage, en fait, on sait qu'il meurt. On voit juste, en fait, des photos de lui sur des murs, et si on fait un petit peu attention, on se rend compte que c'est James Franco, quoi. Du coup, j'ai trouvé ça assez drôle, et je vous l'ai mis dans le casting. Et globalement, je vais pas vous présenter les autres, parce que ils sont complètement transparents, c'est horrible, c'est un putain de défaut de ce film. Globalement, il y a 4 personnages, le reste, ils servent globalement à rien, c'est assez affligeant. Pourquoi Ridley Scott? C'est vrai que Prometheus avait un énorme problème, c'est qu'il y avait des personnages qui étaient extrêmement mal écrits, avec des mecs complètement fantasques, le type qui partait à l'autre bout de l'univers pour chercher les ancêtres, là, le scientifique là, avec le crâne rasé là, qui passait son temps à picoler, il y avait le géologue qui avait une crête comme ça, c'était vraiment une catastrophe. Mais alors là, la plupart ils sont très sages, quoi. Il y a rien qui sort, il n'y a pas les petites épices qu'on peut voir, je dis épices, voilà, vous m'avez compris, il n'y a pas le petit truc qui fait qu'on s'attache à certains personnages. Donc voilà, c'est un petit peu dommage, et ça vaut pas la peine en fait que je vous parle des autres, parce que finalement vous vous en souviendrez pas. D'un point de vue esthétique, je trouve qu'Alien Covenant est une réussite. Il y a vraiment des plans qui m'ont coupé le souffle dans la première partie, notamment la scène d'ouverture, tout ce qui est les plans dans l'espace où on voit le vaisseau en plan large, tous les plans où ils vont aborder la planète, où on voit des très grandes forêts, des cascades, des montagnes, voilà, c'est très très beau. L'image est vraiment léchée, il n'y a pas à dire, quoi. En revanche, tout ça se passe dans la première partie, et c'est un peu contrebalancé par une deuxième partie où finalement il y a un manque d'inspiration globalement sur cette deuxième partie. Des fois c'est à peine digne d'un slasher, mais personnellement ça m'a pas gâché le plaisir de la première partie. Et pour résumer, je dirais que tout ce qui est les plans larges du film en général est bien fait, franchement c'est beau. Après, sur les plans serrés, voilà, c'est pas toujours très réussi. Puis ce qui n'a pas été dit sur Covenant, c'est qu'il fait beaucoup de clins d'œil à la saga Alien, notamment par la musique. Moi je trouve que c'est vraiment un crossover entre Alien 1 et Prometheus. Il y a des thèmes avec notamment des bruits étouffés qu'on aurait pu entendre dans Alien 1. Je trouve que globalement l'univers musical de Covenant s'insère très très bien dans le reste de la saga Alien. Il y a aussi tout un jeu de détails dans le décor, notamment le petit pendule, cette espèce d'oiseau là qui tombe dans un verre d'eau. On le retrouve dans Covenant, donc il me semble qu'il est dans la scène d'ouverture de Alien 1. Pareil aussi, je vous mettrai une incrustation, je trouve que par le jeu de lumière de certains plans, on retrouve des ambiances de Alien 1. Et puis, ce qui frappe aussi,
c'est que donc le personnage principal Daniel, c'est quasiment une copie conforme de Ripley dans Alien 2. Surtout en dernière partie du film, comme sur l'affiche là où elle est avec son débardeur, sincèrement, c'est Ripley dans Alien 2, quoi. Et vraiment, on dirait des sœurs. Et c'est tout ce que je pouvais vous dire sans rentrer dans l'analyse pure, donc je vais m'arrêter là pour cette première partie. Si vous n'avez pas vu le film, je vous conseille d'aller le voir, je l'ai personnellement beaucoup aimé et j'assume. Il y a effectivement des problèmes d'incohérence dans Alien Covenant, mais ce n'est pas l'enjeu du film, je le répète. Il faut vraiment faire abstraction de tous ces petits détails qui sont certes gênants pour tous les fans, mais c'est pas l'enjeu du film. Vraiment, ce serait dommage de se focaliser là-dessus. Et pour vous donner peut-être un petit peu plus envie d'aller le voir, je vous dirais que c'est le seul film de la saga Alien où les xénomorphes ne sont pas l'antagoniste principal du film, et en principe là vous vous dites ah mais du coup qui c'est? Eh bien allez voir le film, vous verrez bien. À partir de maintenant, je vais considérer que vous avez vu le film, donc vous le savez, l'antagoniste principal ce n'est pas le xénomorphe mais c'est David. David, c'est un personnage qui est aussi joué par Michael Fassbender, donc il joue Walter et il joue à la fois David. David, c'est un personnage qu'on retrouvait déjà dans Prometheus, c'est un androïde. À la toute fin de Prometheus, David et Elizabeth, une humaine, s'échappent de cette planète direction la planète d'origine des ingénieurs. Donc la présence de David dans ce film ne veut dire qu'une chose, c'est qu'on est sur la planète d'origine des ingénieurs. Enfin, on ne sait pas trop si c'est l'unique planète où ils sont installés ou si potentiellement il y en a plusieurs, on ne le saura jamais. Sauf que les ingénieurs sont tous morts, comme on va le découvrir au moment où David va accompagner l'équipage du Covenant vers la nécropole. D'ailleurs, il y a une très belle scène sur cette énorme esplanade où on va voir tous les corps des ingénieurs calcinés, figés. Moi, personnellement, en termes d'imagerie, ça m'a fait beaucoup penser aux vestiges de Pompéi. Je pense que c'est volontaire, d'ailleurs. Évidemment, c'est David qui est responsable de ce massacre, puisque dans le vaisseau qui l'amène jusqu'ici, il y a le fléau des ingénieurs. Vous savez, ce virus qu'on voit dans Prometheus, qui nous avait dessiné, et que finalement ils n'utiliseront pas parce qu'il était beaucoup trop dangereux. Dans la scène où on voit l'arrivée de David sur la planète, on le voit déverser ce virus sur la ville de façon assez gratuite, c'est très violent, en fait il rentre même pas en contact avec les ingénieurs. Et l'enjeu du film, en fait, c'est finalement de comprendre pourquoi David a réagi comme ça. Si on est un peu mauvais esprit, on pourrait même dire que le film aurait pu s'appeler « Mais pourquoi David est-il si méchant ?» Mais si on veut comprendre pourquoi David fait ça, il faut aussi comprendre d'où vient David et qui il est. La scène d'ouverture de Covenant est là pour nous faire comprendre que David, c'est pas n'importe quel androïde, en réalité c'est le premier homme de synthèse. C'est un androïde qui a été conçu de A à Z par Monsieur Weyland, qu'on avait déjà eu l'occasion de voir dans Prometheus. C'est l'incarnation physique de l'héritage que vous laissez Monsieur Weyland à l'humanité. Monsieur Weyland, c'est quelqu'un qui est extrêmement obsédé par la mort, par sa propre mort, et les origines de l'humanité. Les origines de l'humanité, voilà, c'est le sujet de Prometheus. Paradoxalement, il va créer David, qui est un homme de synthèse, qui est un homme immortel, qui va prendre sous son aile, il va même quasiment le considérer comme son propre fils, à tel point qu'il le préfère à sa fille biologique. Pourquoi ? Parce qu'il le croit dénué de toute ambition, il le pense uniquement conçu pour servir. Or, on se rend compte dans Prometheus qu'il s'est totalement trompé, puisque David va orchestrer la mort de son propre père, et ainsi va se libérer de l'héritage de celui-ci et affirmer sa propre volonté. Cette volonté, elle s'exprime aussi dans Covenant, lorsque David va tuer les ingénieurs. En termes d'image, il tue le père de son père, et ainsi en fait prive l'humanité de ses origines, de la connaissance de ses origines. Néanmoins, en privant l'humanité de cette découverte, en fait il va permettre aux hommes de continuer à croire en un sens supérieur, en une vérité cachée au sein de leur création, alors qu'on sait que c'est faux, puisque la fin de Prometheus est un peu décevante à ce sujet. On comprend que les ingénieurs nous ont créés par jeu, on est le fruit d'une expérience, on est juste là parce qu'ils pouvaient nous créer, tout simplement. Donc ce crime va permettre à l'humanité de continuer à croire. David se distingue des hommes en ce sens où à son éveil, il a rencontré son créateur. Donc il sait d'où il vient, il n'a pas besoin de croire puisqu'il sait. Je l'ai déjà dit, mais le capitaine est quelqu'un de très croyant, et il va interpréter cette transmission comme un signe divin, alors que c'est un piège de David. Et vous voyez, de cette façon, le film oppose la réflexion à la croyance, et de là à dire que Alien Covenant est un film anti-religion, finalement il n'y a qu'un pas. David, qui en quelque sorte a tué son propre dieu, est empreint d'un déterminisme morbide. Il ne comprend absolument pas la volonté des hommes à vouloir conquérir l'espace, car il nous le voit comme dépassé et voué à disparaître. Et c'est là que c'est subtil, parce que depuis le début je vous parle de David comme d'une personne, mais en réalité c'est un robot. Donc c'est une machine, et par définition une machine est déterministe. Il ne s'en rend pas bien compte, mais il est lui aussi limité dans sa condition. Il est certes immortel, mais il est totalement dépossédé d'une qualité qui est propre à l'homme, et qui est l'espoir. Cette absence d'espoir est un fondamental dans la psyché de David. C'est quelqu'un qui, dans sa façon de penser, est totalement nihiliste. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est un personnage qui ne croit pas. Entre le moment où, à la fin de Prometheus, David arrive sur cette planète, et au moment où il va attirer l'équipe du Covenant, il va en réalité se passer 10 ans. Pendant ces 10 ans, il va en quelque sorte s'ériger comme le dieu de son propre monde,
il va profiter du corps d'Elisabeth qu'il a tué pendant le voyage pour créer des hybridations successives des xénomorphes pour créer le prédateur ultime de l'humanité, un véritable némésis. Le premier xénomorphe à proprement parler va naître du sacrifice du capitaine, qui est croyant, je le rappelle, et c'est pas anodin du tout, puisque ce personnage est venu sur cette planète pensant être guidé dans les pas de Dieu. Finalement, il va tomber dans le piège de David, et par son sacrifice, il va donner naissance au diable, une véritable némésis qui en principe est là pour tuer toute l'humanité. Et ce diable, il ne vient pas de nulle part, il est le fruit d'une expérience, il est le fruit d'une recherche scientifique. Et vous voyez, encore une fois, de façon assez subtile, le film oppose croyance et déterminisme. Le film tend à nous faire croire que la volonté créatrice de David vient de ses rêves, qu'il aurait développé en quelque sorte une âme, alors qu'en réalité, on se rend compte que le film est conçu autour de deux scènes clés, la scène d'introduction et la scène du premier xénomorphe. Ces deux scènes sont le miroir l'une de l'autre, puisque au moment où David va s'éveiller, Monsieur Weyland va lui demander de jouer du piano, un petit peu comme pour se rendre compte si sa machine fonctionne ou non, et exactement de la même façon, David, face au premier xénomorphe, va lui montrer comment se redresser et comment se servir de ses membres. L'autre fait qui va dans ce sens, c'est qu'au moment de l'éveil de David, juste avant qu'il lui demande de jouer du piano, Monsieur Weyland va lui demander de regarder des œuvres d'art successives, et surtout, il va lui demander de décrire ce qu'il voit. Donc on se rend bien compte que David a eu une initiation à l'art et à la création. Et c'est confirmé au moment où David rencontre Walter, qui est un androïde qui est censé être plus récent que lui. Il essaye de lui faire jouer de la flûte, et il se rend compte que Walter est totalement incapable de jouer de la flûte. À ce moment, David prend sa flûte et lui fait jouer quelques notes, et en quelque sorte, il lui donne ce don de création. Ce qui veut dire que le comportement de David est le fruit de sa conception et de son expérience, de ce que nous lui avons donné, exactement comme quand en deuxième partie du film il va développer un penchant narcissique alors que c'était un défaut qu'il avait repéré chez son créateur Monsieur Weyland. Donc rien ne vient de rien, il se prend pour un dieu mais finalement il est plus que jamais esclave de sa condition, d'un schéma qui a été préétabli pour lui. David n'est pas une anomalie, il a simplement été mal conçu, et comme lui suggère Walter dans un dialogue très subtil, vous étiez trop humain. Pour terminer cette analyse, je dirais que Alien Covenant, d'une façon assez subtile, a déconstruit le mythe religieux mais également celui du libre arbitre. Comme on l'a vu, David marche dans les pas de son père, il se croit libre mais ne l'est absolument pas. Même sa haine viscérale des êtres humains, finalement, elle prend son origine du fait que ce soit une conception humaine. Et Ridley Scott a vraiment fait quelque chose de très fort avec ce personnage et je suis vraiment très curieux de ce qui va advenir de David dans les prochains épisodes. En attendant, j'espère vous avoir montré que c'était un film qui, en dépit de nombreux défauts, avait quand même des qualités certaines. Il y aura en tout cas d'autres vidéos cinéma sur la chaîne prochainement, j'espère que celle-ci vous a plu parce que il y a eu un script assez conséquent, voilà. C'est probablement une des vidéos les plus écrites que j'ai faites sur la chaîne, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire, c'était très sincère. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter et à propager la bonne parole. On se retrouve pour une prochaine vidéo cinéma prochainement. En attendant, faites un tour sur Games Offender, allez vous faire plaisir. Et puis voilà, je sais pas trop quoi dire de plus. Ciao!